Capitale de Skye, Portree est le point de départ vers les merveilles de l'île. On dit que c'est l'un des plus beaux villages du Royaume-Uni, mais soyons honnêtes, sans ces quelques maisons peintes du port qui sont très instagrammables, ce n'est qu'un petit village de pêche tout à fait charmant. Demain, je fais tout le tour de l'île pour en découvrir tous ses secrets. L'île de Skye, ou l'île des nuages, n'a pas toujours été écossaise. Elle était norvégienne à la base et n'est devenue qu'écossaise qu'à la fin du XIIIe siècle. Aujourd'hui, je suis avec un guide qui va nous transporter partout sur l'île en nous couvrant d'histoires, comme celle qu'on nous racontait au coin du feu le soir. Mais trêve d'histoire pour l'instant, nous arrivons à notre premier endroit enchanté. Les Ferrypools est un endroit où l'on raconte que les soirs de clair de lune, les Hiran descendent des montagnes pour se baigner et danser dans les bassins translucides. Ce sont des fées farceuses, voire un peu malveillantes. Alors, malheur aux humains qui oseraient les surprendre. On dit aussi que l'eau est un portail vers le Shii, le monde invisible des esprits. Les habitants croient à la magie bienveillante de ces eaux. On vient y plonger une main, laver un visage blessé, espérant la guérison sous le regard de ces ensorceleuses. Mais ce n'est pas le seul endroit féerique. Les Ferryglen, pour les plus terre-à-terre d'entre nous, ce sont des amas coniques formés sur plus de 100 000 ans dus à des glissements de terrain. Pour les côtés folkloriques, on dit que c'est le château caché des fées. On peut venir y déposer une offrande ou faire un souhait auprès d'elles. Mais attention, si celui-ci est orgueilleux ou cupide, les fées le retournent contre le souhaiteur. Un mot d'ordre ici, on contemple sans toucher, car sinon des tourments nous guettent. Si l'on sent le vent souffler soudainement, les anciens disent « ce ne sont pas des rafales de vent, mais les fées qui rappellent qu'ici, tu n'es qu'un invité ». Nous continuons notre voyage en contemplant ces terres de légende. Et nous en profitons pour discuter un petit peu avec la faune locale. Salut toi! Il me montre son cul, il m'aime pas. Voici les fameuses vaches écossaises. Sachez que le taureau noir est très sensible aux phéromones féminins et si nous avions nos règles, on ne devait pas s'en approcher parce que sinon il chargeait. Le château de Dunvegan se dresse sur son promontoire rocheux, face au loch depuis 8 siècles. C'est le plus ancien château encore habité d'Écosse et il appartient au clan MacLeod. En haut de l'escalier qui est assez massif, leur blason prend vie avec une vraie tête de taureau et la devise « Hold fast » qui veut dire « tenez bon ». Chaque chef du clan y a laissé une empreinte, un mur, ce qui fait que les styles s'entremêlent. Un peu de médiéval par-ci, un peu de victorien par-là. Et quand je disais que ce château est toujours habité, c'est parce que le clan existe toujours et qu'il appartient au 30e chef du clan.
Hop, 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 hop. Ceci est la pièce maîtresse du château et son histoire est folle. Ce que vous regardez, c'est un drapeau. Voici le Fairy Flag des MacLeod. De nombreuses traditions et légendes entourent ce drapeau. On dit qu'il fut offert par une reine féerique, ou alors par des esprits descendus au clair de lune pour protéger un enfant. Brandi, il accorderait la victoire au clan, mais seulement 3 fois. Après, il s'effriterait, comme si son rôle de protecteur était achevé. 2 fois déjà son pouvoir aurait été invoqué. Éteindre les flammes d'un feu destructeur, protection au combat pendant les batailles, ou même qu'il aurait accompagné des pilotes durant la Seconde Guerre mondiale. C'est bon, le cours est terminé, on peut reprendre. Je n'ai pas trouvé ce château très intéressant. On a l'impression que tout est en placo et qu'on a dit « pose un bibelot par là, vas-y, ça passe ». Ça ne respire pas vraiment le vrai, l'authentique. Par contre, le jardin est magnifique. Tout autour du château, il s'étend, paisible et coloré, accueillant les pas du voyageur. Je n'ai pas eu le temps d'en parcourir chaque allée, mais j'ai pu sentir la sérénité de ces lieux, comme si les fées veillaient toujours sur Dunvegan et son peuple. On s'envole déjà vers un autre lieu et je remarque enfin ce qui me frappe dans ce paysage. Il n'y a pas d'arbres, pas de forêt. Alors j'interroge mon guide du pourquoi et la réponse n'est pas plaisante. Le désert écologique de l'île et de l'Écosse est catastrophique. Déforestation massive depuis des milliers d'années, le gouvernement essaye tant bien que mal de replanter, mais il ne replante principalement que des sapins d'Amérique du Nord, ce qui est une très mauvaise idée. Le pays n'étant pas assez ensoleillé, la hauteur basse et la densité de ces arbres font que le sol pourrit et la vie aussi. Et puis, l'invasion des cerfs et des chevreuils empêche beaucoup l'émergence des pousses d'arbres. Nous arrivons à Kerrang, qui n'est pas un simple relief. C'est une montagne qui vit encore, toujours en mouvement, souvenir de son origine volcanique. La route qui passe à sa base est toujours surveillée à cause des éboulements. La légende raconte qu'il ne faut jamais siffler ou chanter ici, car les esprits de cette montagne n'aiment pas être dérangés. Et je finis cette journée étourdissante par la Kilt Rock, une falaise de 90 mètres qui rappelle un kilt écossais, et la Milt Fall, la grande cascade qui se jette directement dans la mer. Ici, rien ne se contemple avec les yeux, mais avec les oreilles. Le vent s'y engouffre, produisant d'étranges murmures qu'on pourrait prendre pour l'appel des Selkies. Eh ben, aïe, quelle journée. J'ai pas de mots. L'île de Skye est un endroit magique, folklorique, d'une beauté incroyable. Vraiment, le tour qu'on a fait avec le guide, c'était, j'ai découvert les plus beaux coins du monde. C'était incroyable. Il n'y a pas de mots devant tant de beauté. C'est vraiment l'Écosse sauvage comme on voit dans les films, dans les photos. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu faire le Ness Point parce que le temps ne le permettait pas. Il y avait vraiment trop de vent et puis les nuages étaient très bas. Et en gros, quand on est arrivé à Dunvegan, il nous a dit voilà, moi je vous dis, là aller au Ness Point,
ça sert à rien. Vous verrez rien, vous verrez juste des nuages. Ça sera juste un temps perdu pour vous. Visitez plutôt le Dunvegan Castle. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, vous êtes sûr? Il dit, on l'a vu le long de la côte. Là, le truc, on ne le voit pas du tout. Donc en fait, c'est mort. Donc j'étais un peu triste de ça, mais bon, c'est les aléas, hein, on peut pas tout voir. Le Dunvegan, il est un peu cher. C'est un peu cher pour ce que c'est. Bon, pareil, le Dunvegan, là on a payé, j'ai payé 17 livres pour voir le château et le jardin. On avait 1h30 avec le guide. Je n'ai pas eu le temps de voir tout le jardin. Et le château est sympa, mais ça vaut pas... L'extérieur est plus beau. L'intérieur, c'est un château. Voilà. Non, moi, c'est vraiment les paysages qui me poirent. C'est fou. C'est fou. Voilà. C'est magique. C'est magique. On ressent l'essence druidique. On a envie de courir tout nu dans l'herbe, quoi. Et l'herbe, vous avez vu comment elle est verte? J'ai rien touché aux images. Hein. L'herbe, elle est fluo limite. Et alors après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que le guide, c'était un peu un troll. Hein. Il faisait beaucoup de blagues, on s'est bien marré avec lui. Mais je lui ai dit, mais pourquoi l'herbe est aussi verte? Et il me disait, c'est grâce aux crottes de moutons. Les moutons ont des déjections qui fait que l'herbe est magnifique à certains endroits. Et c'est vrai. Là où on voyait les moutons, l'herbe était vraiment très 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 verte. Voilà. Bon. Alors demain, c'est le départ de Portray. On quitte l'île de Skye pour aller au Helen Donnan Castle. Je sais pas comment ça se prononce. Là, on va arriver dans la partie du voyage qui est un petit peu moins sauvage. Donc là, l'Helen Donnan Castle, après Inverness, Aberdeen, et on terminera par Édimbourg. Ou Édimbourg, là, je reste 3 ou 4 jours. Voilà. Bon, on est déjà à la moitié du voyage. Ça passe tellement vite. Mais je vois tellement de belles choses. Tellement incroyables. Bon. Je vais vous laisser. On se dit à demain. Moi, je vais aller prendre une bonne douche. Me reposer. Parce que demain, encore levé. J'ai fait aucune grasse mat. Je rêve d'une grasse mat. Peut-être qu'à Édimbourg, je pourrais me réveiller à 9h. Peut-être. Voilà. Bon, je vous laisse. Et à demain. Salut! Le lendemain, le départ est difficile. Je ressens une profonde tristesse en quittant l'île de Skye. Comme si l'on m'ôtait à une terre qui pourtant n'a jamais été la mienne. C'est une douleur étrange, celle de quitter un lieu où l'âme s'était reconnue sans jamais y être née. Je repense à tout le folklore qui imprègne ces terres, ces histoires qui m'ont fait rêver d'un monde féerique et fantastique. Sous la pluie battante, je quitte Skye, le regard brouillé. Je murmure un adieu que je n'arrive pas à formuler, comme si partir me demandait un courage que je n'avais pas prévu d'avoir. Le mauvais temps m'empêche de m'arrêter au château. Je me contente de le contempler de loin, battu par le vent et la pluie. Plus loin, un loch légendaire s'étend. Je scrute ses eaux, espérant y deviner l'ombre de Nessie. Mais le lac demeure impassible, gardien silencieux de ses secrets. Ça y est, je suis arrivée à Inverness. Le chemin était long. Là, donc, je viens d'arriver. Je peux prendre ma chambre qu'à partir de 16h.
Donc j'ai mon gros sac là. Je sais pas encore ce que je fais. Déjà je vais manger. Parce que j'ai faim. Il est 13h, j'ai faim. Demain je pars, mon train n'est qu'à 18h. Donc j'ai quand même pas mal le temps pour visiter. Surtout qu'Inverness, tu traînes un peu, mais c'est pas. Tu fais pas énormément de visites. Mais en tout cas, on va aller manger. Je décide d'aller directement à l'auberge de jeunesse me reposer après une journée fatigante. Et j'en profite pour flâner un peu avant de découvrir Inverness demain. Et nous voilà à Inverness. J'ai toute la journée de demain parce qu'au début je culpabilisais un peu en disant oh là là, tu vas prendre directement la chambre, tu visites pas et tout. Ouah, sauf que ça fait une semaine que je cours partout, à visiter 1000 trucs, à voir 1000 trucs, à apprendre 1000 trucs. Donc là finalement je me suis dit bon, prends-toi une journée, une après-midi off. Donc là je suis dans ma chambre d'auberge de jeunesse. Je ne savais pas que je suis dans une auberge de jeunesse où je suis solo en fait. C'est individuel. Je ne savais pas que ça se faisait. Mais c'est bien. Parce que j'ai fait 2 jours dans une auberge de jeunesse, 3 jours, je me souviens déjà plus. 3 nuits. J'ai fait 3 nuits dans une auberge de jeunesse avec des nanas qui étaient adorables, avec qui on a beaucoup discuté. Voilà, j'ai parlé avec des gens pendant 3 jours, quotidiennement, donc on est bien dans une chambre toute seule. Voilà, donc demain je vais visiter toute la journée. Voilà, mon train demain n'est qu'à 18h pour Aberdeen. On commence à se diriger vers la fin du voyage. L'île de Skye, c'était incroyable. C'était incroyable. Si vous venez en Écosse, c'est ça qu'il faut visiter. Je pense le nord des Highlands et l'île de Skye. Pas le choix. Pas le choix. Vous êtes obligés. Bon. Je regarde mon poignet comme si j'avais une montre. Mais il est 16h30 à peu près. Je suis déjà douchée, déjà en pyjama. C'est pour dire à quel point j'ai envie de respirer. Et on se dit à demain. Ciao. Bonjour. Bon, alors, aujourd'hui découverte de Inverness, donc qui est la capitale des Highlands. Je vous parle beaucoup des Highlands, mais vous savez peut-être pas forcément ce que c'est. Donc, je vais attendre que la voiture passe et je vais vous expliquer ce qu'est les Highlands. Les Highlands, c'est la région nord et ouest de l'Écosse. Un peu comme nous avec la Bretagne par exemple. Mais je pense surtout que dans ma tête à ce moment-là, je pensais aux Jacobites. Donc, chose promise, chose due, voici l'histoire raccourcie pour comprendre un moment phare d'un tournant dans l'histoire d'Écosse. Tout le monde est là ? Bon, ok. Donc, en gros, 1688. Le roi Jacques II, monarque de la dynastie des Stuarts, est renversé lors d'une révolution menée par Guillaume d'Orange. Contraint à l'exil, Jacques trouve refuge en France. Guillaume d'Orange, ironie du sort, est marié à Marie, la propre fille du roi déchu. Et ensemble, ils deviennent roi et reine d'Angleterre. Mais tous ne l'acceptent pas. Les partisans de Jacques, les Jacobites, refusent ce nouveau pouvoir. Pour eux, la lignée légitime des Stuarts a été renversée injustement. Et vous me direz, pourquoi ils ne reconnaissent pas Marie ? Pourtant, c'est la fille de Jack, donc logiquement, c'est une Stuart elle aussi. Parce que Jack n'a jamais abdiqué. Il a été chassé de force par le Parlement anglais, et tant qu'il vit, lui seul reste le roi légitime. En acceptant la couronne, Marie a trahi son père. Et pire encore, elle règne aux côtés de l'homme qui l'a détrônée. Pour les Jacobites, c'est une trahison impardonnable. Trahir son sang, trahir sa dynastie, trahir l'ordre voulu par Dieu. Parce que oui, Jack était catholique, dans un royaume désormais protestant. Et sa fille, protestante elle aussi, incarne
tout ce qu'ils rejettent. Aux yeux des Jacobites, Marie n'est plus la fille du roi, mais la complice de son usurpateur. Alors, ils se soulèvent. D'abord, en 1689, c'est un échec. Puis, en 1715, pour tenter de remettre sur le trône Jacques-François Stuart, le fils du roi exilé. C'est un échec. En 1745, on tente encore. Charles-Édouard Stuart, le petit-fils du roi déchu, rallie les clans des Highlands et marche vers le sud. Mais c'est un échec. Et le 16 avril 1746, sur le champ de bataille de Culloden, près d'Inverness, tout s'achève. Les troupes jacobites sont massacrées par l'armée britannique. C'est donc la fin du rêve jacobite, et symboliquement, la fin de la vieille Écosse clanique. Après la bataille, les Highlands sont réduits au silence. Les clans sont désarmés, le port du tartan et du kilt interdit, le gaélique réprimé, les terres confisquées. Culloden ne marque pas seulement une défaite militaire, c'est la mort d'une culture, celle d'un peuple plein d'espoir, brisé dans son identité. Voilà en très gros ce qu'est le mouvement jacobite. Bon allez, on y retourne. C'est bien pour votre culture. Alors là je vais aller déposer mon gros sac près de la gare parce que comme je disais mon train est à 18h. Je vais aller déposer mon gros sac et on va visiter Inverness et on se rapproche de la fin du voyage. Hein. Ouais, bon, allez, découvrons Inverness. Et je commence ma journée par la Leakey's Bookshop, qui est la plus grande librairie des Highlands de presque 50 ans, et elle se trouve dans une ancienne église gaélique. La position stratégique d'Inverness causa sa déchéance. Beaucoup se disputèrent la ville, si bien qu'il ne reste plus aujourd'hui de bâtiments importants antérieurs au XIVe siècle. Je viens de sortir d'une boulangerie parce que j'ai vu pâtisserie française et je me suis dit oh tiens, pâtisserie française, et je vais aller tester, hein. On va aller voir si on reconnaît le goût. Et en fait c'est une française qui vient de Vendée qui le tient. Elle habite Inverness, elle a déménagé pendant le Covid. Elle a dit meilleur moyen pour choisir une maison alors que tout est fermé. Et c'était très bon, c'était vraiment très très bon. Ça m'a fait plaisir parce que, hormis le haggis, tous les plats que je mange sont fades. Il n'y a pas de goût. Vraiment la bouffe écossaise, c'est un peu comme la bouffe anglaise, quoi. C'est un peu déprimant. Ma promenade m'amène le long de la rivière Ness, où l'on peut voir le château d'Inverness, toujours fermé et en travaux. J'arrive à la cathédrale Saint-Andrew et c'est assez décevant. En plus de payer un droit d'entrée de 6 livres, c'est une toute petite cathédrale sans réellement de charme. Sa construction n'a jamais abouti car le manque de fonds a empêché la construction des 2 tours géantes de la conception originale. Le long de la rivière Ness, le calme règne et on arrive vite à trouver l'endroit sauvage alors que la ville n'est qu'à quelques pas. Puis me voilà au jardin botanique. L'endroit est magnifique, surtout la serre principale. On se retrouve dans un petit endroit aménagé comme un lieu de repos de princesse. Les jardins offrent une pause tranquille, loin de l'agitation de la vie urbaine. Au milieu de magnifiques jardins, d'étangs, de plantes tropicales, des cactus et bien plus encore, c'est un de ces endroits où il fait bon de s'asseoir, ouvrir un livre et oublier le monde. Le calme y est presque irréel, comme si le temps lui-même ralentissait. Il y avait aussi une exposition.
mais je dois avouer que je n'y ai pas compris grand-chose. Entre les bouts de bois et le tas de feuilles au sol, je me suis sincèrement demandé si ça faisait partie de l'installation ou si le jardinier n'avait pas ramassé les feuilles. Avec l'art contemporain, on se méfie. On n'est jamais à l'abri d'une bêtise. Inverness fut une belle surprise par sa beauté. Et il est temps pour moi de me diriger vers d'autres découvertes. Bon bah voilà, on a fini le petit tour d'Inverness. C'était très mignon, très sympa. Le jardin était sublime. Donc voilà, donc là je suis posée à un petit café. On prend du thé, encore du thé. Mais voilà, donc mon train à 18h et après direction Aberdeen. Bon, enjoy. Un lit. How are you? Fine and you? Life is beautiful. Yes, Beautiful, indeed. yeah. Always beautiful, yeah. You want the tickets? Yeah, if you have that, I'll bring that. It'll be magnificent. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? From France. You're from France, eh? Yeah. I'm from Scotland, yeah. Ah, Are okay. you here for holiday? Yeah. Is your ticket on your phone? Yeah. Just leave that. You carry on your information there and we'll see you later, okay? Okay, thank you. Au revoir. Au revoir. Where are you going to? What? Where are you going? Aberdeen. Lovely. Yeah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, les interactions adorables avec les Écossais. Arrivé à Aberdeen. Bon, je suis arrivée tard. Parce que, en fait, entre Inverness et Aberdeen, en gros, il y a des moments où il n'y a qu'une voie. Et quand tu as un gros train devant toi, en fait, il faut que mon train se décale. Ah, ils ont des voies spéciales pour se décaler ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, tu laisses passer les plus gros. Donc, on s'est arrêté 2-3 fois pour laisser passer les trains. Et voilà. C'était que 2h30. Mais ressenti 6h. Même mon premier voyage jusqu'à Fort Williams qui va durer je crois 4h30, j'ai l'impression que c'était moins long. Il est 22h. Il va être 22h. Donc je vais pas faire de vieux os. Demain, j'ai le train à 16h et quelques pour Édimbourg, qui est donc la dernière étape du voyage. J'aime moins la côte Est que la côte Ouest. Elle est un petit peu plus campagnarde. Elle est plus campagne française, je trouve. T'as moins l'impression d'être en Écosse, quoi. C'est, quand tu dis Écosse, tu penses pas au paysage qu'il y avait. Ciao tout le monde! Après un bon petit déjeuner toujours composé de haggis, je me dirige vers ma première expo de la journée. Aberdeen est l'un des plus importants ports du Royaume-Uni et aussi la capitale du pétrole offshore. Alors, un musée maritime y a tout à fait sa place. Ouvert en 1997, ces collections comprennent des vestiges sur la construction navale en charpente, la pêche, l'histoire du port et expliquent le fonctionnement des forages pétroliers en mer du Nord. Le musée est assez grand et même si moi il ne m'a finalement pas plus intéressé que ça, on y trouve quand même de superbes pièces.
Et puis, direction la galerie d'art, car il y avait une exposition qui m'intéressait beaucoup, les monstres sous la mer. On y retrouve pas mal de folklore, né de la peur des eaux profondes et de l'imaginaire. Il y avait toutes sortes de choses, des choses qui existent, et puis des choses qui n'existent pas, comme cette sirène recomposée, qui est en fait une tête et un torse de singe fusionnés avec un dugong, qui est une sorte de lamentin. L'expo manquait vraiment de pièces, elle faisait assez vide, mais quelques pièces étaient quand même assez impressionnantes, comme ce crâne d'orque et cette gueule de requin. Ma visite de la ville se termine sur un front de mer animé et joyeux. Malgré le beau temps, je ne me suis pas risquée à plonger une tête dans la mer, mais j'y ai vu quelques courageux. Fuddi signifie le pied de la Die, qui est le fleuve se jetant dans la mer à cet endroit. Cet ancien petit village de pêcheurs abrite des maisons basses conçues pour se protéger du vent et des tempêtes. On dit que les pêcheurs ne tournent jamais le dos à la mer, même en discutant entre eux. Et une sirène vivrait près de l'embouchure du fleuve Don, et que les habitants auraient fini par dresser une croix près de l'eau pour la chasser. Depuis, certains disent qu'aux nuits de tempête, on peut encore entendre son chant au large. Et ma journée s'achève dans le train, en route vers Édimbourg. Sous un ciel étrange, je repense à ce voyage merveilleux et à tout ce qu'il m'a offert. Je me laisse alors aller à mes pensées, portée par le rythme du train et la douceur de ce dernier trajet. Love from the first light, I was taking you, stirred from a dream. You were not yet awakened. I knew this feeling would stay always. For some things in life you can be certain, like birds in season who keep returning. I'll fly across the ocean and never lose my way. Ça y est, on est arrivé à Édimbourg. Va falloir que je trouve l'hôtel maintenant. Je me suis arrêtée une station avant ce que je devais faire. Je devais aller au terminus. Je me suis arrêtée une station avant. Putain, le soleil, il éclate la gueule. Ça a l'air très beau. Ça a l'air très beau Édimbourg. Je sens que je vais bien me plaire dans cette ville. Bon, eh ben on va aller chercher l'hôtel. Et en arrivant à l'hôtel, je me retrouve face à un léger souci. Voilà, les problèmes commencent. Mon hôtel est fermé. Il n'y a personne à l'accueil. Bon, bah on va trouver des solutions. On s'en fout. On aura toujours un endroit pour dormir. J'ai des sous, donc pas de panique. Pas de panique, on ne panique pas, tout va bien. Mais c'est chiant quand même. Eh ben vous êtes déjà là vous. Bon, ben je vais vous raconter. C'est très édifiant. Bon, on est enfin arrivé. Une galère. Finalement, je sais même pas par où commencer. Je suis donc bloquée dehors. Je tambourine, il ne se passe rien, personne. En plus, tu le vois, le desk, le bureau là où la personne est censée te recevoir. Tu la vois, juste là, tu vois qu'il n'y a personne. Il y a des numéros, j'essaye d'appeler les numéros, mon téléphone raccroche tout de suite. Finalement, c'est des clients qui sortent, qui m'ouvrent la porte, je leur demande est-ce qu'il y a quelqu'un. Ils disent bah non. J'attends sur la réception, je fais un tour dans l'hôtel pour voir s'il y a quelqu'un qui
peut-être il est tout seul et il fait du ménage, je sais pas. Personne. Donc je me dis, je vais prendre leur téléphone, je vais composer le numéro d'urgence qu'ils mettent à la sortie. Et au moment où je vais prendre le téléphone, il y a un couple qui descend. Donc je leur dis, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un comment ça se passe pour le checking? Ils me disent, ah mais alors attendez. Et c'est eux qui m'ont tout expliqué. Tu te rends compte que toi, là, je suis dans un hôtel qui est censé être de luxe. Je me suis fait un kiff de me mettre dans un hôtel de luxe. Donc c'est les clients qui te renseignent et qui te donnent les informations. Donc la nana, elle m'explique, bon bah vous voyez, là, il y a des petites boîtes. Ils ont dû vous laisser une lettre avec vos cartes, les instructions. Je dis ok. Outre le fait qu'il n'y ait personne pour m'accueillir, qu'il n'y ait pas de service pour m'expliquer tout ça, je trouve ça pas bien. Mais comment j'accède, si personne m'avait ouvert, comment j'accède à l'intérieur? Parce que les boîtes sont à l'intérieur. Si je n'ai même pas le code pour rentrer à l'intérieur, comment tu veux que ça se passe? Je sais pas. Tu comprends pas. J'aurais pu rester bloqué dehors pendant des heures. Hein. Je sais pas, c'est un truc de luxe. Enfin, j'ai payé un prix qui est quand même conséquent. Et en plus, je sais pas si vous entendez la rue. Parce qu'attendez, la chambre aussi. Donc, désolée parce que la fenêtre est ouverte. Je n'arrive pas à la fermer. C'est des vieux systèmes coulissants à l'ancienne avec des cordes. Je ne sais pas où ça se récupère. Je ne sais pas comment la fermer. Et j'ose pas fermer, j'ose pas forcer. Donc je m'en occupe après. Pour l'instant, j'essaye de me détendre. Donc finalement, j'arrive dans ma chambre. Et la chambre, c'est pas fou, hein. Ok, j'ai une cuisine. J'ai pas envie de cuisiner. Désolée, j'ai pas... Ma salle d'eau, la douche a été utilisée. Il y a de l'eau par terre et le truc est trempé. Mais il y a de la poussière sur les tables de chevet. La table, il y a une table, il y a des pets dessus. La tapisserie, après, c'est une question de déco, mais ça fait vieux. Et c'est censé être une suite de luxe. Ouais. Tiens, les lumières qui clignotent maintenant. Waouh. Ça mérite pas son prix. Hein. Ah, clairement pas. Ah là, non, pas du tout. C'est pour dormir. On va relativiser. Là, nous sommes donc nous sommes samedi soir. Nous repartons que mercredi. Je suis un peu triste. C'est la dernière étape. Dans le train, j'étais un peu triste quand même. J'avais pas mal des souvenirs et tout ça. Mais bon, Édimbourg a l'air incroyable. Ça a l'air d'être une ville très très belle. Il y a énormément de choses à voir. Donc je pense qu'on va courir, tout en prenant son temps. Important. Ciao.